vous donne une idée de la composition du produit. Donc ensuite, vous comparez avec un nuancier qui vous dit, bah là, je vous ai mis un exemple en bas de l'écran, vous voyez les résultats. En violet, c'est d'ecstasy, en rouge, c'est de l'amphétamine, etc., etc. Donc ça se fait en 2 minutes. Les réactifs, ils coûtent pas cher. Et c'est vraiment très très simple. C'est-à-dire que ça, pour le communautaire, c'est super parce que n'importe qui peut le faire. Il y a vraiment pas besoin il faut une formation, mais je dirais plus sur la manière de rendre le résultat, de collecter un produit, sur la technique elle-même. Il y a vraiment pas besoin de formation. N'importe qui peut le faire en 2 minutes. La rapidité fait que ça peut être vraiment fait en amont des consommations, parce qu'on sait que le problème avec les techniques qui sont trop lentes à donner un résultat, c'est que les gens souvent ont du mal à attendre et donc vont consommer le produit sans savoir vraiment, avant d'avoir le résultat en tout cas. Et son autre grande qualité, c'est que c'est une technique qui est très mobile, qui est très facile à emmener sur site, puisque bah, c'est des petites bouteilles de réactifs et c'est à peu près tout. Donc, pas mal d'avantages. En revanche, quelques inconvénients, notamment sur la faible précision en fait de cette technique. Son gros problème, c'est qu'elle n'est pas séparative. Alors, ce qu'on appelle une technique séparative, c'est une technique qui va dissocier les composants de l'échantillon, puisque quand on parle d'une drogue, quelle qu'elle soit, disons par exemple de la cocaïne, bah, il va y avoir plusieurs composants dedans. Par exemple de la cocaïne, de la lidocaïne, de la phénylacétine, etc. Et le problème, c'est, bah, vous comprenez bien, s'il y a plusieurs composants qui réagissent de façon différente, si par exemple vous avez un composant qui réagit en jaune et un autre qui réagit en bleu, et ben comme le mélange des deux, il risque de réagir en vert, puisqu'il y aura et du bleu et du jaune, et du coup vous allez lire vert et vous allez voir que c'est autre chose, et donc vous allez pouvoir assez facilement vous tromper. Donc voilà, un risque de faux positif, de faux négatif. On peut à la fois se tromper en présumant l'absence d'une molécule que sa présence. L'autre inconvénient, c'est que c'est pas une technique quantitative. Donc ça, c'est quelque chose dont on va reparler pour toutes les techniques. Est-ce qu'elles permettent d'apporter des informations quantitatives, c'est-à-dire des résultats avec des pourcentages? Ce qui est souvent une demande des consommateurs. Savoir quelle est la teneur du produit. Par exemple, quelqu'un qui achète de la cocaïne, il a envie de savoir si elle est forte, pas forte. À la limite, souvent, les produits de coupe sont un petit peu moins importants du point de vue des consommateurs. Même si du point de vue santé, ils peuvent être importants, c'est souvent la question de la puissance du produit qui est prioritaire pour les consommateurs. Donc voilà le testing. Alors le testing a été en France très utilisé dans les années 90 et puis au début des années 2000, il a été interdit. Donc la raison était qu'on considérait qu'il donnait une impression de fausse sécurité aux consommateurs. Donc je vous laisse comprendre un peu, chacun comprend un peu comme il veut. En tout cas, c'est pas une interdiction totale, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est pas interdit en France de vendre des réactifs colorimétriques ni d'en acheter. Les particuliers peuvent faire du testing chez eux à la maison, ça c'est pas interdit, mais les intervenants de réduction des risques n'ont plus le droit d'utiliser ces réactifs colorimétriques en France. Donc ça a privé beaucoup d'associations de réduction des risques d'un outil dont ils avaient vraiment l'habitude d'utiliser. Et du coup, plusieurs associations ont essayé de chercher d'autres alternatives. Et la première qui a été utilisée, c'est la CCM. On va y arriver. Simplement, je vous ai mis une diapo pour quand même vous dire une chose, c'est que le testing aujourd'hui n'est plus le même qu'à l'époque où il a été interdit au début des années 2000. Aujourd'hui, le nombre de réactifs a beaucoup augmenté. Il y a des structures, je pense, là je vous ai mis EZ-Test, alors j'ai pas d'action chez eux, je les connais même pas du tout, mais c'est des Hollandais qui sont vraiment leaders sur ce marché. Et vous voyez, ils ont une très très grande gamme de tests. Ils ont même des tests semi-quantitatifs, ce qu'ils appellent semi-quantitatifs, c'est-à-dire, là je vous ai mis un exemple en bas, vous voyez Cocaine Purity, où selon le nuancier de couleur, selon la couleur dont réagit le produit, ça vous dit si vous avez une pureté qui est très forte, moyenne, faible. Ce qui peut être très intéressant, notamment sur l'héroïne, où on sait qu'il peut y avoir, quand il y a des produits surdosés, il y a beaucoup d'accidents. En France, ça arrive régulièrement.
ça a vraiment un grand intérêt d'avoir un test comme ça rapide, disponible pour les consommateurs, qui puisse leur permettre de savoir s'ils ont un produit qui est surdosé dans la main. Donc aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus pratique. Ils ont aussi créé des ampoules unidoses qui permettent, qui sont beaucoup plus simples d'utilisation. C'est-à-dire, en gros, vous avez une petite ampoule avec le réactif, le consommateur met un petit peu de poudre dedans, il secoue et il voit la couleur. Voilà, c'est vraiment très très simple. Donc le testing aujourd'hui, moi je pense qu'il ne faut pas l'exclure. D'ailleurs, il y a des associations qui ont des techniques beaucoup plus poussées, qui utilisent toujours le testing à côté. C'est pas une mauvaise technique, elle s'est beaucoup améliorée par rapport à l'époque. Elle a des défauts sur le manque de précision, mais si ces défauts sont connus et sont acceptés, c'est-à-dire si en gros on prévient les consommateurs quand on fait un test avec du testing en disant écoutez, c'est pas des résultats certains, nous, si le produit réagit conformément à ce qu'on est en droit d'attendre en fonction de ce que vous pensez qu'il est, ça ne veut pas dire que votre produit est bon, ça ne veut pas dire que vous pouvez y aller et en prendre autant que voilà qu'il n'est pas dangereux. À partir du moment où on met ces garde-fous, c'est une technique qui permet quand même de diminuer grandement les risques. C'est une technique qui permet de repérer des produits qui sont surdosés, des produits qui sont coupés avec des produits coupes dangereux. Donc c'est quand même pas une technique à rejeter par principe. La seconde technique, la chromatographie sur couche mince. Alors, c'est des noms un peu à coucher dehors, donc on utilise souvent les abréviations, donc c'est la CCM. C'est une technique qui est un peu intermédiaire. Le principe, on prend la substance, on la dilue dans un éluant, on met des gouttes sur une carte. Vous voyez, c'est le petit rectangle que vous avez en bas. On met des gouttes et ensuite de la solution contenant le produit sur cette carte. Et ensuite, on place cette carte dans un bain et par capillarité, le liquide qu'il y a dans le bain va remonter et les gouttes de produit vont du coup se décaler et il va y avoir donc à la fois une réaction colorimétrique, les gouttes vont prendre des couleurs. Vous voyez la plaque tout à droite de l'écran, on voit c'est une plaque de CCM ça. Donc on voit qu'il y a des taches de couleurs et qui sont à des hauteurs plus ou moins hautes, plus ou moins et les taches sont plus ou moins larges. Et donc ensuite avec des livres qui contiennent la couleur et la hauteur des différentes taches se réfèrent à des substances. Je ne sais pas si c'est très clair, c'est un peu compliqué à expliquer en 2 secondes, mais en gros, c'est la hauteur de la migration et la couleur des taches qui déterminent les substances. Donc cette technique, elle est pas mal. Elle est d'ailleurs, c'est la plus déployée aujourd'hui sur le territoire français. Dans les avantages qu'elle a, c'est qu'il y a un investissement financier qui n'est pas énorme, de l'ordre de 1 000 euros. Et ensuite, chaque analyse est assez peu chère, c'est moins d'1 euro par analyse. Ça dépend comment on s'y prend, mais ça peut être même beaucoup moins. C'est une technique qui est précise, elle est séparative. Donc, vous avez vu différentes tâches qui vont correspondre aux différents composants de l'échantillon. Donc, normalement, avec la CCM, on ne passe pas à côté d'un composant. Vous pouvez avoir des composants que vous n'identifiez pas. Donc, par exemple, vous pouvez analyser une cocaïne et dire, ah bah, dans cette cocaïne, il y a quelque chose, on ne sait pas ce que c'est, mais il y a un élément qu'on ne reconnaît pas. Donc, vous ne le reconnaissez pas, mais vous savez qu'il est là. Donc ça, c'est quand même intéressant parce que si vous avez un élément que vous ne reconnaissez pas, ça permet de vous dire, bah, on va faire une double analyse, on va l'envoyer en laboratoire pour une analyse plus poussée. C'est mobile, alors je dirais, bon, pas facilement, mais ça peut être déplacé. Nous, en milieu festif, on l'a beaucoup fait sur site, hein, donc ça demande quand même d'avoir une tente, de l'électricité, une table bien droite, etc. Mais c'est quand même faisable sur site. Et les inconvénients, bah, c'est une analyse quand même plus lente. Vous avez vu, la technique est complexe, hein, donc en gros, c'est de l'ordre d'une demi-heure pour une analyse et souvent, c'est fait par session. Donc, en général, la technique, c'est il va y avoir des collectes d'échantillons de produits qui vont être faites pendant un temps, par exemple 6 heures ou une journée, parfois une semaine. Et puis ensuite, il y a le chimiste qui va, l'analyste, quoi, qui va faire toutes les analyses d'un coup. Alors, le problème, c'est que ben, si la personne qui fait les analyses, elle vient qu'une fois par semaine, ben, ça veut dire qu'il peut y avoir un délai d'une semaine dans le rendu de résultat. Vous voyez, si une personne amène son produit et que le chimiste il vient une semaine après, ben forcément, il y a une semaine de délai. Donc, il peut y avoir des délais un petit peu longs, ce qui est problématique pour ce dont on a parlé, c'est-à-dire le fait que les gens consomment avant le résultat. C'est une technique qui ne donne pas de résultat quantitatif, là non plus, donc pas de pourcentage. Vous avez les composants présents dans l'échantillon, mais pas leur proportion.
C'est une technique qui est un petit peu plus difficile à mettre en œuvre que le testing. Vous avez vu, là, j'ai parlé de chimistes. En France, on a eu une controverse sur qui peut faire de la CCM, qui a les compétences pour faire de la CCM ou pas. Nous, l'association dont je fais partie, Technoplus, on a développé à un moment un projet communautaire de CCM et on a, je pense, prouvé qu'il était possible de faire de la CCM de manière communautaire, que des gens qui ne sont pas formés chimistes, laborantins, etc., peuvent faire de la CCM après une formation qui, honnêtement, est même pas très longue, hein. C'est de l'ordre d'une journée de formation. En revanche, ce qui va compter, c'est plutôt l'expérience après. Et ça, c'est vrai aussi pour des laborantins, des personnes qui ont une formation de chimiste. C'est-à-dire que c'est pas la même chose d'analyser des drogues et autre chose. Pour devenir, en fait, plus on pratique la CCM, plus on devient bon, plus on devient efficace. Donc aujourd'hui, la CCM en France, elle est quand même surtout effectuée par des laborantins, des personnes qui ont des compétences, des diplômes dans cet ordre-là. Ok, donc la CCM. Alors ensuite, on a les techniques, ce qu'on appelle les techniques couplées. Donc ça, c'est vraiment les techniques de laboratoire, c'est les plus précises, le gold standard. C'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui, c'est comme ça que fonctionnent tous les laboratoires les plus précises. Donc il y a plusieurs techniques possibles, mais en gros, l'idée, c'est d'associer deux techniques. Une technique de chromatographie, mais cette fois pas sur couche mince, en phase gazeuse ou liquide, donc qui va être beaucoup plus précise. Donc là, qui va donner une idée précise de ce qu'il y a dans l'échantillon de manière qualitative, donc sans les pourcentages. Et on l'associe à la spectrométrie de masse qui, elle, permet d'avoir du quantitatif. Donc quand on associe les deux, on a, vous voyez bien, hein, on a une analyse qui permet de dire dans votre cocaïne, vous avez 70% de cocaïne, 20% de lévamisole, 12% de phénacétine, 6% de caféine, etc., etc. Donc c'est vraiment le top. Alors évidemment, beaucoup d'avantages, beaucoup d'inconvénients aussi, hein. C'est très cher. Donc la machine elle-même vaut très très cher, de l'ordre de 30 000 euros. Les consommables ne sont pas extrêmement chers, mais il y a quand même des consommables. Et surtout, c'est difficile à effectuer. C'est-à-dire que là, c'est pas, ça demande des vraies compétences de chimie. Donc, pour le communautaire, ça peut être utilisé, mais en sous-traitant les analyses. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir une structure communautaire où les, les personnes vont se former à ça. C'est trop compliqué. Les autres inconvénients, c'est que c'est très difficile à déplacer. La machine, elle est très précise. C'est des trucs vraiment de haute précision. Donc, il suffit que ça soit un petit peu secoué pour que tout se dérègle, etc. Et c'est assez lent. Donc, c'est pas non plus hyper lent, mais c'est comme la CCM de l'ordre d'une demi-heure. Donc, c'est souvent effectué par session. Et donc, on a les mêmes problèmes de délai. Dernière technique, c'est la spectrométrie infrarouge. Alors, je passe sur l'explication précise, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que ça passe par la lumière et que chaque molécule, quand on l'éclaire, va réagir différemment, en gros, en fonction de la lumière, et va modifier la lumière. Donc, vous savez que la lumière, c'est un spectre. Donc là, on va envoyer de la lumière infrarouge et on va récupérer après le spectre de la lumière qui est passé par l'échantillon de substance. Et donc, c'est ce que je vous ai mis là à droite, hein, l'espèce de courbe rouge. Donc ça, c'est un spectre je crois que c'est de l'oxycodone, enfin un opiacé. Donc, quand il est traversé par la lumière infrarouge, ça donne ça. Alors, c'est extrêmement difficile évidemment à analyser ce spectre, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des applications, en fait, des logiciels sur ordinateur qui, à partir de bases de données, peuvent comparer les spectres à la base de données et déterminer la composition de l'échantillon que vous lui donnez. Donc, c'est une technique qui est utilisée depuis très longtemps en laboratoire, mais en réduction des risques, ça fait assez peu de temps, ça fait une dizaine d'années en France qu'on l'utilise. Elle a de gros avantages. Donc, le premier, c'est qu'elle est très, très rapide. C'est de l'ordre de 2 minutes pour effectuer une analyse. Elle est extrêmement simple. Comme c'est l'ordinateur qui effectue l'analyse avec les spectres, bah, du coup, l'utilisateur a pas grand-chose à faire. Donc, une formation d'une journée suffit pour la manier. C'est très mobile. Alors, c'est quand même une machine de précision, donc il faut y faire attention, etc. Mais ça peut se déplacer, vu que là, la photo, on ne se rend pas compte, mais c'est tout petit, hein. C'est de la taille, je sais pas, ça fait moins de 50 cm sur 50 cm.
C'est non destructif, le produit n'est pas détruit, hein, il est simplement traversé par de la lumière, donc on peut même le rendre à la personne. De toute façon, il en faut des quantités infimes. Et la précision est très bonne pour les composants qui sont présents à plus de 15-20%. Quand c'est à moins de 15-20%, on peut ne pas les voir. Et ça, c'est un des défauts de ces techniques. Les inconvénients, eh ben, c'est d'abord le prix de la machine elle-même qui est très très cher, donc 20 000 euros. Et ensuite, pour la faire fonctionner, on a besoin d'avoir accès à des bases de données. Alors, heureusement, il y a des bases de données gratuites, mais il y a aussi des bases de données payantes. Donc, plus vous achetez de bases de données, plus vous aurez quelque chose de précis. Pour l'instant, il y a quand même la base de données des douanes américaines qui est gratuite et qui est quand même très bonne. Et c'est une technique qui n'est pas quantitative. Donc, voilà le tir, donc la spectrométrie infrarouge. Alors, dernier point sur les techniques d'analyse, c'est que c'est pas encore au point aujourd'hui, mais il semble que pour faire un peu d'anticipation, il semble que ces techniques-là, la spectrométrie infrarouge, puissent être beaucoup miniaturisées et qu'on puisse aboutir à des spectromètres à des prix bien inférieurs à ceux qui sont aujourd'hui. Il y a eu des projets collaboratifs qui ont essayé de faire des spectromètres à moins de 150 euros. Donc nous, on avait essayé de se mettre un peu là-dedans. A priori, c'est pas encore tout à fait au point. Donc voilà, je vous encourage pas à vous lancer là-dedans pour l'instant. Mais c'est possible que d'ici assez peu de temps, dans un horizon proche, ça se développe. Il semble qu'il y ait déjà une association en Espagne, je vous ai mis là la capture d'écran de leur site, Kikeon, qui utilise déjà des outils de ce genre-là. Donc peut-être que dans quelques années, ça sera beaucoup plus simple. Voilà pour les techniques. Alors maintenant, pour les dispositifs d'analyse en France. Alors, le premier, l'ancêtre un petit peu des dispositifs d'analyse en France, c'est Synthèse, système d'identification national des toxiques et des substances. Donc, c'est un dispositif qui émerge de l'Observatoire français des drogues et toxicomanie, l'OFDT. Synthèse a été créé en 99 avec vraiment l'idée de monitorer le marché des drogues. Monitorer dans le sens savoir ce qui circule aujourd'hui. Donc c'est vraiment ce que disait tout à l'heure le docteur Ndoye, avoir une idée précise de la composition des produits qui sont consommés. Et c'est pas quelque chose qui est facile, puisque évidemment il y a des saisies douanières, mais on sait que les produits, avant qu'ils arrivent aux consommateurs, entre les saisies douanières qui sont souvent sur des grosses quantité très pure et ce qui arrive vraiment aux consommateurs, ils vont être adultérés parfois plusieurs fois. Donc voilà, l'intérêt de Synthèse, c'était de proposer de la collecte d'échantillons directement auprès des consommateurs. Donc, on va proposer aux consommateurs de drogue de pouvoir céder une part un petit échantillon des produits qu'ils consomment pour avoir une analyse et donc un résultat. Alors, c'est un gros dispositif, Synthèse, avec une coordination nationale. C'est très pyramidal. Il y a une coordination nationale et il y a des coordinations régionales avec des collecteurs. Donc, je crois qu'il y en a 200 aujourd'hui qui bénéficient d'une exception juridique. Les collecteurs ont le droit de détenir sur eux moins de 10 échantillons de drogues classées stupéfiants en France, si elles sont bien mises dans des tubes, etc., conformément à la méthodologie de Synthèse. Donc, je ne sais pas comment ils ont réussi à faire cette exception juridique, mais ils y sont arrivés. Synthèse n'a pas de laboratoire. Les analyses sont sous-traitées dans des laboratoires universitaires, douaniers, etc. C'est souvent c'est un système un peu compliqué. Je vous ai mis là, vous voyez l'espèce de serpentin, c'est le schéma d'une analyse de synthèse. Donc vous voyez, il faut d'abord que l'usager demande à un collecteur qui explique à un collecteur qui veut faire analyser un produit. Le collecteur doit lui faire remplir un formulaire, puis l'usager donne le produit au collecteur. Le collecteur en parle à son coordinateur qui lui dit vers quel laboratoire il faut envoyer le produit. Donc là, le produit va être envoyé par la poste sous forme de produit, sous forme sèche, donc envoyé directement dans une enveloppe au laboratoire. Le laboratoire fait l'analyse, retransmet l'analyse à la coordination nationale, qui retransmet à la coordination régionale, qui retransmet au collecteur, qui retransmet à l'usager. Donc, comme vous pouvez vous en douter, il y a pas mal de résultats qui se perdent en cours de route et c'est souvent un peu mal perçu du point de vue des consommateurs qui
eux attendent un résultat rapide et ne comprennent pas que 3 semaines après, ils n'ont toujours pas le résultat, que parfois 6 mois après, ils n'ont toujours pas, etc. De toute manière, le principe premier de Synthèse n'est pas de faire de la réduction des risques, c'est de faire du monitoring, c'est-à-dire vraiment de surveiller la composition des produits. D'ailleurs, Synthèse réalisait, alors ça fait très longtemps qu'ils ne l'ont pas fait, je pense qu'il y a des problèmes de financement derrière, mais ils réalisaient des focus réguliers où, par exemple, pendant une année, je me rappelle en 2009, c'était sur la cocaïne, et donc ils avaient demandé aux collecteurs de collecter, je crois que c'était 500 échantillons de cocaïne partout sur les territoires, en faisant attention à avoir un échantillonnage qui corresponde un peu à toutes les classes, etc. Et ça avait donné une image vraiment très précise de ce que contenait en 2009 la cocaïne consommée par les Français, quoi. Donc c'était vraiment, vraiment intéressant. Alors, Synthèse, une autre particularité, c'est qu'il y a des conditions d'inclusion qui sont très précises. Donc, les conditions d'inclusion, c'est-à-dire dans quel cas un consommateur peut faire analyser un échantillon. Pour Synthèse, il faut que le produit ait déjà été essayé par la personne, qu'elle l'ait déjà consommé et qu'elle ait ressenti des effets inhabituels ou qu'il y ait eu des problèmes de santé. Donc c'est quand même assez réduit, hein. C'est-à-dire qu'on peut pas, un consommateur ne peut pas faire appel à Synthèse simplement parce qu'il veut savoir si son produit est pur ou pas. C'est parce qu'il a eu un problème, parce qu'il a eu des effets bizarres qui peut solliciter le dispositif Synthèse. Au moment de la collecte, il y a un formulaire de collecte qui est obligatoire, qui doit être rempli, sinon le produit ne sera pas analysé. Donc, c'est un formulaire qui va demander au consommateur de préciser justement son expérience avec le produit. Donc, qu'est-ce qu'il a eu ressenti, quels ont été les effets inhabituels, où est-ce qu'il l'a acheté, comment il l'a consommé, etc., etc. Ensuite, le rendu de résultat à l'usager. Donc, quand le résultat arrive à revenir à l'usager, le rendu se fait uniquement à l'oral. Et uniquement à l'usager. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Les résultats d'analyse ne sont pas affichés publiquement sur un site internet et on ne donne pas, ils ne sont pas envoyés par mail ou par écrit au consommateur. L'idée qu'il y a derrière ça, c'est une idée qui est très ancienne et qui date vraiment du début des années 2000, du moment où l'analyse était nouvelle et où c'était un petit peu touchy de faire de l'analyse, c'était la peur qu'on puisse reprocher à Synthèse d'être utilisé par les dealers comme un argument de vente, du genre regardez ma coke, elle a été analysée à 90%. Moi, ça, c'est quelque chose qui me convainc à titre personnel, hein, pas du tout, parce que les consommateurs sont pas idiots, ils savent très bien que si un dealer fait analyser une cocaïne à 90%, ça veut pas dire que c'est forcément celle-là qui leur vend. Il peut très bien, si un dealer vend une cocaïne très coupée, bah, il peut la faire analyser avant de la couper, quoi. Donc, je pense pas que ça soit vraiment une crainte très réaliste, mais en tout cas, c'est une crainte qui existe toujours un peu aujourd'hui. On va en reparler. Donc, un rendu unique, du résultat uniquement par oral. Cependant, il y a des bilans publics qui sont réalisés. Je vous ai mis l'avant-dernier là sur le côté. Ça s'appelle les points synthèse. Et donc, c'est des bilans sur un an en général, toutes les analyses qu'ils ont réalisées. Donc, ils expliquent les dernières tendances en matière de coupe. Est-ce qu'il y a des nouveaux produits de coupe? Est-ce qu'il y a la teneur des produits? Est-ce qu'elle a augmenté, diminué, etc., etc. Voilà. Donc, Synthèse traite aussi des données qui viennent hors non seulement des analyses que eux réalisent, mais aussi les données des douanes, etc. C'est vraiment l'idée d'avoir une image la plus juste possible des consommations, de ce qui circule du marché des drogues. Donc voilà, est-ce que c'est un outil de réduction des risques? Pas vraiment, mais c'est quand même un outil de santé publique, hein. On le voit puisque Synthèse s'intéresse uniquement aux produits qui ont provoqué des effets inhabituels ou des effets indésirables sur le plan sanitaire. Donc c'est quand même un outil de santé publique, mais qui vise surtout à faire du monitoring. Ensuite, dans les autres dispositifs, on a le plus gros actuellement en France, c'est Analyse ton prod, qui est un réseau en fait de plein de structures qui font de l'analyse, généralement par CCM. Vous vous rappelez la chromatographiie sur couche mince, donc cette technique un peu intermédiaire où les taches de couleur migrent. À la base, c'est surtout Médecins du Monde qui a développé la CCM en France et ils l'ont transféré dans plusieurs régions vers des structures, alors généralement des XAPA ou des CARUD. Donc les XAPA, les CARUD en France, c'est des structures d'accompagnement aux consommateurs de drogue, hein, d'aide et d'accompagnement. Et puis, au bout d'un moment, ces structures se sont autonomisées
dans l'analyse de drogue. Donc, elles ont toutes leurs petits laboratoires avec généralement un chimiste qui est souvent à mi-temps ou à quart-temps, qui fait les analyses 1 ou 2 fois par semaine. Et ces structures donc, se sont multipliées et elles se sont fédérées en 2021, donc sous la forme d'un réseau qui est donc qui analyse ton prod. Euh, Ousmane Bokoum, est-ce que vous pouvez fermer votre micro? Merci. Excusez-moi, je continue. Je pensais bon pareil. Du coup, donc ces structures se sont fédérées en 2021. Elles font surtout de la CCM. Il y en a certaines qui ont expérimenté d'autres techniques, donc notamment la spectrométrie infrarouge. Il y a 2 ou 3 structures qui font de la spectrométrie, et il y en a une qui fait de la HPLC-MS, donc les techniques couplées de laboratoire. Alors, il y a un truc intéressant que j'ai pas dit tout à l'heure avec la CCM, c'est qu'elle permet aussi de faire de la collecte avec ce qu'on appelle les toxitubes. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce qu'une des difficultés avec l'analyse de drogue, c'est le fait c'est que si on collecte à un endroit qui est différent de l'endroit où on analyse, ce qui arrive souvent, parce que on peut pas toujours faire venir les consommateurs là où on fait l'analyse, on va se retrouver avec des intervenants qui vont devoir transporter des produits. Et ça, c'est toujours un problème parce que, évidemment, c'est illégal. Les toxitubes, c'est des petits tubes qui contiennent un solvant qui rend le produit impropre à la consommation. Donc l'idée, c'est on met le produit dans le toxitube, il se dissout immédiatement dans un solvant, et là, on sait qu'il peut plus être sorti de ce solvant. Donc, ça permet de se protéger un peu au niveau de la loi. Les toxitubes, c'est une façon de dire oui, j'ai bien une drogue sur moi, mais elle est dans un état qui fait qu'on ne peut pas la consommer. Alors, à l'inverse, quand on a le produit seul sous sa forme normale, on dit sous forme sèche. Donc là, la collecte se fait surtout sous forme de toxitube. Elle peut aussi se faire sous forme sèche quand le produit va être analysé directement. Il y a toujours un entretien de collecte qui est réalisé, là aussi avec un formulaire sur qu'est-ce que tu attends, si tu as essayé le produit, qu'est-ce qui t'a fait, etc. Où tu l'as acheté, combien tu l'as payé, qu'est-ce que tu penses qu'il y a dedans, etc., etc. Et là aussi, le rendu de résultat se fait uniquement à l'oral. Ils ont pas beaucoup évolué là-dessus, donc moi, j'en suis, je trouve ça dommage, mais ils ont eu beaucoup de mal à évoluer. Donc un rendu de résultat qui se fait toujours à l'oral, avec un peu cette idée que ça pourrait être utilisé par des dealers. Alors que je rappelle que là, pour la plupart, c'est de la CCM, donc c'est même pas quantitatif, il n'y a pas de pourcentage. Donc pour un dealer, je vois pas comment ça pourrait être utilisé. Ils font quand même des bilans, des analyses en temps réel. Donc là, je vous ai mis un exemple. Si vous allez sur leur site, par exemple, sur la cocaïne, vous savez qu'il y a eu 950 analyses réalisées en 2024. Vous avez la pureté moyenne des échantillons de coke qui ont été analysés, etc. Donc ça vous donne une idée globale du marché. Mais disons, pour un consommateur, ça donne pas une idée très... Enfin, on peut pas se baser là-dessus. Un consommateur peut pas se baser là-dessus pour savoir, lui, la cocaïne qu'il achète, à combien elle est ou ce qu'il y a dedans, quoi. Donc, en gros, très intéressant ATP pour les personnes qui font la demande. Ça permet à des consommateurs de pouvoir faire analyser leurs produits. Mais par contre, pour les autres, aucun intérêt. C'est-à-dire que si vous ne faites pas analyser un produit, ça vous donne aucune information, quoi. Alors, ça, analyse à distance, le nom est pas terrible, mais c'est vraiment super intéressant comme projet. C'est un forum internet qui s'appelle Psychoactif, qui est le principal forum de consommateurs de drogue francophone, qui a fait un partenariat avec ATP Île-de-France pour justement sortir un petit peu de ces trucs contraignants, du rendu de résultats uniquement à l'oral, etc. Et donc, pour répondre à la problématique des personnes, des consommateurs qui sont dans des coins où il n'y a pas d'analyse de drogue. Et du coup, là, l'idée, c'est qu'un consommateur peut faire une demande d'analyse directement sur le forum. On va lui envoyer un kit d'analyse par la poste. Le consommateur met son produit dans le kit, le renvoie à ATP de France. Le produit est analysé et le résultat est mis directement en ligne sur le forum. Et par un petit code de référence, le consommateur peut retrouver le résultat qui correspond à son échantillon. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. On va voir qu'en Europe, il y a plusieurs dispositifs qui fonctionnent comme ça, avec l'affichage des résultats de manière publique, et puis le consommateur peut simplement aller chercher le sien. Ça permet de voir toutes les analyses qui ont été réalisées ces derniers temps. Donc c'est vraiment intéressant. Je crois qu'ils ont un peu des problèmes de financement en ce moment, mais voilà, à souligner, ça existe en tout cas. Ensuite, il y a d'autres structures qui
font de l'analyse. Donc, il y a Not for Human. Alors, je passe rapidement parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Il y a une structure à Marseille qui a acheté une HPL CMS, donc qui fait des techniques couplées de laboratoire, donc très précises. Il y a Aide qui ont acheté quelques spectromètres infrarouges, donc ont plusieurs carus équipés. Puis il y a la nôtre, Technoplus, où on fait aussi de la spectrométrie infrarouge. On a fait de la CCM pendant un moment et puis on a arrêté parce que c'était trop contraignant. Ensuite, il faut bien se rappeler qu'il n'y a pas que en réduction des risques qu'il y a de l'analyse de données. Il y a aussi d'autres structures qui en font. Donc, il y a évidemment les douanes qui sont très bien équipées en France à ce niveau-là. Et puis, il y a les labos d'analyse toxicologique, donc à l'hôpital, avec des analyses qui peuvent être réalisées directement sur des tissus humains, des cheveux, de l'urine, etc., notamment d'urgence pour savoir ce que la personne a consommé, etc. Et aussi parfois de l'analyse sur des produits sous forme sèche. Donc, il y a notamment les CEIP qui peuvent solliciter ces laboratoires pour ça. Donc là, le schéma que je vous ai mis, à mon avis, essayez pas de le comprendre. Moi, en tout cas, j'arrive pas à le comprendre. Mais c'est le système d'alerte rapide en France. Donc, on voit un peu qui fait de l'analyse, etc. Mais on voit que c'est surtout très, très compliqué et un peu redondant. Mais bon, tant mieux. Des fois, les redondances, c'est aussi une façon de se protéger des oublis. Je termine sur les dispositifs européens. Donc, il y en a plusieurs qui sont vraiment intéressants. Wedinos en Angleterre, au Pays de Galles. Wedinos, ça vient justement d'un hôpital. À la base, c'est un projet hospitalier. C'est un hôpital où ils se sont rendus compte qu'ils faisaient de plus en plus d'analyses de substances sous forme sèche par rapport à des patients qui voulaient savoir ce qu'ils consommaient. Et donc, comme ils le faisaient de manière un peu informelle, ils ont décidé de formaliser ça. Et en 2009, ils ont mis en place donc ce dispositif. Alors, le fonctionnement est simple. Il y a des kits de prélèvement qui sont disponibles dans une centaine de structures d'accompagnement de consommateurs de drogue dans le Pays de Galles. Donc, un consommateur peut aller dans une de ces structures, récupère un kit de prélèvement dans lequel il y a un petit tube et un formulaire. Il remplit le formulaire, il met son échantillon dans le tube, il renvoie au laboratoire de Wedinos et les résultats sont mis en ligne. C'est ce que vous voyez sur la droite. Donc les résultats avec à chaque fois une référence qui correspond au kit qu'avait récupéré la personne. Donc si par exemple vous avez récupéré le kit W06 2023, eh ben, vous pouvez retrouver votre résultat et là vous voyez que c'était de la cocaïne finalement et pas du tout de la benzocaïne. Donc voilà, le fonctionnement de Wedinos qui affiche directement les résultats en ligne. Et vous voyez, en décembre 2024, ils ont fait près de 500 analyses en un mois. Donc c'est vraiment énorme. C'est de l'analyse en technique couplée, en laboratoire, etc. Donc très, très précis. C'est un des exemples des dispositifs qui fonctionnent bien en Europe. Checkit en Autriche, c'est un des autres exemples dont on parle beaucoup, toujours, parce que très ancien, fondé en 97. C'est vraiment, je pense que c'est le premier dispositif de cette ampleur. Donc là aussi, c'est de l'analyse avec des techniques couplées, donc HPL CMS, avec du qualitatif et du quantitatif, très précise. C'est à l'origine un partenariat entre la ville de Vienne, une association de prévention et l'unité de toxicologie de l'hôpital qui réalisent eux carrément les analyses. Et les résultats sont affichés, vous voyez, c'est le tableau que vous avez à droite, sur les murs de l'association de prévention de Vienne. Donc les consommateurs peuvent venir aller regarder leurs résultats. Alors maintenant, avec Internet, je pense qu'ils les mettent aussi en ligne, mais à l'époque, c'était fait comme ça. Et en milieu festif, ils interviennent aussi en milieu festif et ils mettent aussi les résultats, pareil, sous forme d'affichage avec des références qui permettent aux consommateurs de retrouver leurs résultats. Energy Control en Espagne, là aussi, c'est un des modèles de ce qui peut être fait. Donc, c'est une ONG, Energy Control, qui ont un volet réduction des risques dans lequel ils ont un laboratoire qui cumulent plusieurs techniques. C'était eux dont je vous parlais, qui ont à la fois des techniques couplées, de la spectrométrie infrarouge, mais qui font toujours du testing sur site et aussi dans leur laboratoire pour avoir une idée présomptive déjà de ce que contiennent les produits. Ils trouvent que eux, ils militent pour que le testing soit pris à sa juste valeur. Ils collectent à la fois sur site, donc surtout dans des festivals et des événements festifs, et aussi en ville, ils ont une permanence, et ils rendent les résultats en ligne voilà, vous les avez là,
avec des bilans aussi publics des analyses qu'ils réalisent. Et donc voilà un peu les bilans, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc là, vous avez les derniers trimestres de 2004 et 2022, pardon, 2024 et 2025, et vous voyez la pureté de la cocaïne qui oscille entre 65 et 76%. Un truc très intéressant avec Energy Control, c'est que ça a été un peu les premiers à se rendre compte de l'importance du dark web, et ils ont mis en place un dispositif qu'ils ont appelé Energy Control International, qui s'adresse directement aux clients du darknet pour leur proposer des analyses à distance. Donc en gros, vous êtes n'importe où dans le monde, vous achetez une drogue sur le darknet ou ailleurs, d'ailleurs ils vérifient pas, et vous voulez la faire analyser. Vous pouvez leur envoyer par la poste et ils vont faire l'analyse et vous donner le résultat. Alors par contre, comme eux, ils ne sont pas financés sur le plan international, ils sont financés pour intervenir en Espagne, le coût est supporté par le consommateur, par la personne qui fait la demande. Donc, en gros, ce sont des analyses payantes. Donc, dans mes souvenirs, c'était 50 euros, je crois, l'analyse. Ce qui n'est pas donné pour un consommateur, même très cher, mais pour un revendeur, ça peut être intéressant. Donc là, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Est-ce que les revendeurs, c'est une bonne chose qui s'utilisent l'analyse ou pas? Ça fait débat. Ensuite, Safer Party en Suisse. Là aussi, un des modèles depuis 2021, des analyses très précises avec des machines qui déplacent directement sur les sites festifs et avec les résultats mis en ligne. Non, d'ailleurs, ils mettent pas les résultats, ils mettent que les alertes en ligne. C'est-à-dire que eux, leur choix, c'est de donner les résultats d'analyse aux consommateurs, sauf s'il y a vraiment un truc qui va pas, sauf s'ils considèrent que c'est dangereux sur le plan sanitaire. Et dans ce cas-là, ils mettent le résultat en ligne. Voilà, et toutes ces associations, tous ces dispositifs européens, ils sont fédérés avec un réseau qui s'appelle TEDI, qui a été créé en 2007 et qui a permis d'harmoniser les pratiques, de développer des nouveaux projets, etc., etc. Voilà, donc quelques pistes de réflexion pour conclure. Les critères d'inclusion, c'est vraiment à ça qu'il faut réfléchir quand on veut créer un dispositif d'analyse. Les critères d'inclusion, la confidentialité ou l'anonymat lors des collectes, comment mettre du communautaire là-dedans. Est-ce que le communautaire, il doit être uniquement au niveau de la collecte des produits, ou est-ce que ça peut être aussi l'analyse des produits elles-mêmes, le rendu des résultats? Et là, on voit que ça dépend aussi des techniques. Il y a certaines techniques qui peuvent être utilisées de manière communautaire, d'autres pour lesquelles c'est plus difficile. Comment rendre les résultats? Est-ce que c'est de manière publique avec des affichages où la personne retrouve son résultat, ou est-ce que c'est plutôt on cible directement la personne à l'oral, à l'écrit? Est-ce qu'on fait des bilans publics de nos analyses? Et se poser la question, quel est le but du dispositif? Est-ce que c'est de faire de la réduction des risques, ou est-ce que c'est de monitorer, de surveiller le marché des drogues, ou est-ce que c'est les deux, ce qui est possible aussi? Voilà pour moi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Hop. C'est bon? C'est bon pour moi, merci, j'ai terminé. Merci, M. Vincent, pour cet exposé de près de 40 minutes, je pense. Très intéressant et très inspirant aussi. Vous avez parlé des différentes techniques d'analyse que vous utilisez au niveau de la France et aussi en Europe. Vous êtes revenu sur les réactifs qui sont utilisés, notamment le testing, la chromatographie en couche mince, les techniques de laboratoire, la spectrométrie infrarouge et l'importance aussi de l'évolution de ces techniques-là qui devront passer par une miniaturisation. Et il y avait même aussi quelque part aussi, on parlait de le mettre en lien avec certains smartphones. Tout ceci dans le but de faciliter leur utilisation. Vous êtes aussi revenu sur le dispositif d'analyse qui existe, notamment le Synthes. Un autre dispositif aussi qui s'intitule Analyse ton propre, ATP. Un dispositif d'analyse à distance et d'autres structures aussi qui sont utilisées pour tester ces différents produits.
Vous êtes aussi revenu aussi sur les structures qui testent les produits, mais qui le font dans le cadre en dehors de la RDR, notamment les services de douane, les services de laboratoire en toxicologie, pour ne citer que cela. Vous êtes aussi revenu sur le dispositif européen en précisant certains pays sur lesquels on peut prendre exemple, notamment l'Espagne et la Suisse. Et enfin, vous avez terminé en évoquant certaines pistes de réflexion concernant les critères d'inclusion, la confidentialité, l'intégration, en tout cas la disponibilisation des communautaires par rapport à ces différentes techniques. Et aussi, vous êtes interrogé aussi sur le rendu des résultats. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est très important, cette présentation. Et moi, ça m'amène à me demander, parce qu'au Sénégal, et c'est le cas dans d'autres pays africains aussi, hein, depuis longtemps, on fait de la réduction des risques. Mais on voit qu'il y a beaucoup de choses qui manquent actuellement par rapport à cette réduction des risques, notamment cette détection des produits. Et la question que je me pose, c'est comment faire pour aller vers ça? Comment faire pour renforcer la collaboration entre pays sud et pays du nord pour au moins mettre en place certaines techniques qui sont accessibles. Il y a de cela 1 ou 2 semaines, j'ai eu à assister à un atelier qui est animé par le professeur Megarban, qui est bien connu en France comme l'un des toxicologues les plus réputés, et qui est revenu aussi sur cette même thématique par rapport à cette détection. Mais lui, il avait plus mis l'accent sur l'importance des laboratoires pour voir un peu par rapport à notre contexte sénégalais ici, parce qu'ici à FAN, nous avons le laboratoire de toxicologie. Comment nous, on peut travailler en collaboration avec ce service-là? Mais dans le cadre de la RDR, qu'est-ce qu'il faut faire actuellement? C'est une question que je pose, hein, pour voir comment faire pour renforcer cette activité de RDR. Parce que comme je l'ai dit au tout début, la consommation de la drogue, c'est quelque chose qui est dynamique, qui change tout le temps. Donc souvent même, les consommateurs, les trafiquants, les communautaires sont souvent en avance par rapport aux réponses qui sont apportées concernant ces questions. Donc, la parole est donnée à qui va la prendre. Je ne sais pas s'il y a des mains qui sont levées. Cyril? Donc, M. Vincent Benzo, peut-être moi je vais poser la question, si vous pouvez nous expliquer par quel cheminement vous êtes arrivé à mettre en place tout ce dispositif-là, pour qu'au moins nous, au niveau du Sud, qu'on puisse s'en inspirer pour améliorer notre dispositif de RDR. Je pense que il y a plusieurs voies en fait qui peuvent conduire à pratiquer de l'analyse et du coup à avoir des informations assez précises sur la composition des produits qui circulent. Quand vous parliez du toxicologue qui conseillait les partenariats avec les laboratoires, effectivement, ça c'est vrai que c'est un peu la voie royale, je dirais. Si vous avez un laboratoire qui pratique déjà, qui a les moyens de pratiquer des analyses avec des techniques couplées, il me semble que ça peut être une façon parfaite de travailler là-dessus. Ça pose quand même la question de la collecte des produits et le transfert des produits du consommateur au laboratoire, en quelque sorte. Donc ça, c'est tout de suite je pense que c'est tout de suite des projets qui ne peuvent pas être faits de manière informelle. C'est des gros projets qui doivent être pensés, peut-être financés, etc. De manière beaucoup plus simple et beaucoup plus informelle, je pense que les réactifs colorimétriques, ça peut être une autre façon de fonctionner
en proposant, par exemple, si des associations qui font de la réduction des risques peuvent proposer à des consommateurs directement sur site de pourquoi pas tester eux-mêmes leurs produits, puisque un des problèmes avec l'analyse, c'est toujours que de ne pas se retrouver dans la situation d'être en détention de stupéfiants, puisque pour analyser le produit, bah, faut l'avoir dans la main. Donc vous êtes en tant qu'analyste, il y a bien un moment où vous êtes en détention de stupéfiants. Donc le testing a l'avantage de pouvoir être vraiment fait de manière communautaire. Vous pouvez proposer, vous installer une table avec les réactifs et c'est les gens qui le font eux-mêmes, quoi. Donc là, a priori, au niveau de la loi, il n'y a pas de danger et ça permet déjà d'avoir des informations. Ça permet aussi de sélectionner éventuellement les produits. S'il y a des produits qui réagissent bizarrement, ce qui arrive parfois, ben, ça permet de sélectionner les produits pour lesquels ça serait intéressant d'avoir une analyse plus poussée et donc de faire un petit peu un tampon entre les analyses en laboratoire qui, elles, coûtent quand même plus cher et les analyses sur le terrain en testing qui, elles, coûtent pas cher. C'est-à-dire qu'en gros, un produit qui réagit normalement, c'est dommage de le faire analyser en laboratoire. Ça coûte un peu cher pour faire analyser. Parce que le problème qu'on a, c'est que même si effectivement la composition des produits, elle varie vite, etc., par exemple, si vous allez sur, alors je ne sais pas exactement comment ça se passe au Sénégal, mais je sais que vous avez des scènes de consommation. Si vous allez sur une scène de consommation de crack et que vous y allez pendant 3 semaines et que vous collectez un échantillon par jour, bah, vous avez quand même beaucoup de chances que 90% des échantillons ils contiennent à peu près la même chose. Donc le testing, ça peut permettre de, voilà, de limiter un petit peu ce qu'on envoie en analyse plus poussée. Euh, euh, voilà, moi j'aurais adoré pouvoir dire, j'ai vraiment essayé de chercher là sur les projets de miniaturisation des spectromètres infrarouges, parce que je pense que c'est vraiment une solution d'avenir qui serait formidable, mais là je pense que c'est malheureusement pas encore au point. Donc effectivement, je pense que les deux pistes, elles sont là. Des partenariats avec les structures peut-être douanières, hospitalières qui sont en capacité de faire des analyses. Mais ça doit être soutenu quand même par une volonté politique derrière. Hein. Je pense que c'est, comme je disais, ça doit être fait dans le cadre de projets formalisés, etc. Avec des conventions, enfin voilà, des choses formelles et peut-être des choses beaucoup plus communautaires, là, je dirais un peu par le haut et par le bas, quoi, un peu plus par le bas, avec là peut-être de l'analyse par testing sur le terrain, ce qui permet aussi de sensibiliser un peu les gens, parce que l'intérêt de l'analyse, c'est évidemment, on l'a dit, de monitorer, de voir ce que contiennent les produits, de surveiller les évolutions, c'est de donner des résultats aux gens qui leur permettent de savoir ce qu'ils consomment et donc d'adopter des stratégies de réduction des risques, mais c'est aussi simplement, d'un point de vue réduction des risques, un outil de dialogue, hein. Ça peut permettre simplement de discuter avec les gens, ça peut ouvrir la discussion et en fait, ça vient répondre à une demande de beaucoup de consommateurs et ça peut permettre du coup de créer des liens et de travailler des choses ensuite en termes de RDR ou voire de soins. Merci pour ces réponses. Hein. Je vois qu'il y a des mains qui sont levées. Mais avant ça, il y a une liste de présences qui circule hein, que vous pouvez signer directement sur le chat. Donc là, on va donner la parole à Evanou Jérôme, qui a levé la main. Monsieur Jérôme, vous avez la parole. Merci, bonjour à tout le monde et merci pour ce webinaire, c'est vraiment très intéressant et merci pour cette présentation très complète. Moi, je m'appelle Jérôme, j'ai déjà fait du testing, j'ai déjà fait du CCM dans les fêtes fin des années 90 avec Technoplus notamment. J'ai déjà fait un peu synthèse avec Ed en milieu festif. J'ai fait du testing il n'y a pas longtemps en spectro en mobile. J'ai fait du testing fentanyl à Montréal. On a fait la spectro aussi. On avait travaillé avec le docteur Tia qui est présent sur du prélèvement analyse en Côte d'Ivoire pour sa thèse. On l'avait fait avec le laboratoire de police. Et j'ai aussi fait un petit peu de testing communautaire dans différents pays, c'est-à-dire que j'avais récupéré des tests et in situ, j'avais regardé s'il y avait présence ou pas de telle ou telle molécule. Donc c'est vraiment très intéressant ce webinaire euh, car je me posais plein de questions sur l'analyse de produits en Afrique. Et c'est pour compléter un peu ce que tu viens de dire et par rapport notamment à tes pistes de réflexion d'un point de vue uniquement communautaire et de RDR.
pas d'un point de vue addicto, pas d'un point de vue police, pas d'un point de vue recherche, mais d'un point de vue communautaire, j'ai du mal à voir et à comprendre un réel intérêt. Pourquoi? En sachant, on n'a pas de fentanyl, on a très peu d'OD. Nous, les communautaires, globalement, on connaît pas la composition, mais on sait si la drogue, elle est bonne, elle est mauvaise, et plus ou moins si c'est de l'héroïne, la cocaïne ou des choses comme ça. Le couche, on sait que c'est du cannabinoïde de synthèse. On sait que le lean, c'est de la codéine. On n'a pas de 3-MC, tous ces B, là, kétamine. On en a vraiment, vraiment, vraiment que très, très, très peu. En sachant que les outils de testing n'ont pas été validés aussi. Donc, a priori, comme le disait le professeur, le docteur du CEPIAD, seuls les labos de police ou les labos des hôpitaux seraient capables et compétents de le faire. J'ai du mal à voir même proposer un dépistage outreach en communautaire, je ne les vois pas les UD lâcher un échantillon ou des choses comme ça. J'ai du mal à contextualiser. J'aimerais bien savoir quels seraient les bénéfices pour les usagers de drogue, quel pourrait être le coût et qui pourrait payer, vraiment encore une fois d'un point de vue communautaire, et comment le faire, comment faire cette analyse. Mais comment le faire, a priori, tu as répondu, tu sais pas trop, à nous d'inventer, mais j'ai du mal à voir vraiment les bénéfices directs pour la communauté de faire de l'analyse de produits dans notre contexte. Et qui paierait et pendant combien de temps? Merci encore. Bravo à vous. Merci, Jérôme. Vincent, vous pouvez répondre? Oui, en quelques mots, bah effectivement, c'est des questions importantes, surtout la question de qui paierait, hein. Je pense qu'on en revient un peu toujours à ça. Alors, à voir, je pensais peut-être monter des projets, à voir. Sur l'intérêt pour les consommateurs de drogue, je pense que il est variable. En tout cas, moi, de mon expérience, il y a deux profils qui sollicitent les dispositifs d'analyse. Il y a, entre guillemets, les novices, c'est les personnes qui consomment depuis pas très longtemps et qui sont un peu inquiètes de ce que peut contenir réellement les produits. Et puis il y a les personnes qui sont tombées sur un os, quoi, qui sont tombées sur un produit qui était bizarre, qui avait des effets qu'ils ont trouvé louches. Alors parfois parce que réellement il y avait un produit de coupe ou le produit était trop fort ou pas assez fort, etc. Ça arrive. Parfois simplement parce que bah, ce jour-là ils étaient fatigués. Et, souvent on se rend compte qu'en fait le produit n'était pas tellement problématique. Mais il y a quand même des populations, enfin, c'est pas vraiment des populations, mais il y a quand même des demandes qui émergent sur l'analyse de drogue. Après, en termes de bénéfices, ben, si ça permet quand même de. C'est-à-dire que là, on n'a pas de fentanyl, etc. Bon, bah tant mieux. Le problème, c'est que ça permet quand même de se rendre compte des évolutions du marché, quoi. Ça permet quand même, du coup, de pouvoir derrière adapter un petit peu les messages de réduction des risques. Je prends un exemple tout simple. Parce qu'effectivement, le fentanyl, le jour où il arrive, malheureusement, avec les overdoses, on s'en rend compte assez vite. Mais sur l'augmentation des taux de pureté de la cocaïne en France, si on avait écouté juste les consommateurs, moi, pour faire chaque année, pour mon travail, beaucoup d'interviews de consommateurs sur justement la pureté de la cocaïne et tout, bah, ils se rendent pas forcément compte. C'est un peu le truc de la grenouille dans l'eau qu'on chauffe petit à petit. C'est-à-dire comme les tendances, elles se font quand même progressivement, bah, les gens s'habituent à l'évolution des taux de pureté et ils se rendent pas vraiment compte. Donc voilà, je pense que ça peut quand même répondre à des demandes à voir. Voilà pour moi. D'accord, merci. Bon, on va passer la parole à notre docteur Bayo. Vous avez levé la main. Bonjour. Oui, vous avez la parole. Oui, bonjour Ibrahima. Oui, je suis avec Dr Bayo, c'est Dr Ba. Docteur Ba. Ah, docteur Ba, de la Guinée. Oui, oui. Enchanté. De la Guinée, oui, merci beaucoup. Mhm. Ça va très bien. Je suis avec Dr Bayo, hein, je me suis connecté sur son, parce que je suis un peu en retard, je me suis D'accord. connecté sur son ordinateur. Je D'accord. remercie les intervenants, Vincent et Jérôme, et vous tous. En fait, moi, je pense aussi, j'ai quelques expériences avec l'ITAKIN ONG, une association de réduction de risques à Strasbourg, et dans le cadre de la prise en charge, dans le cadre de tout ce qui est testing. Mais les réalités en Guinée, c'est pas du tout pareil. Pourquoi? Aujourd'hui, nous sommes dans une institution d'enseignement supérieur de lutte contre la drogue, tout ce qui est réduction de la demande de drogue. Nous, ce que nous avons aujourd'hui, la priorité que nous avons, c'est la mise en place d'une stratégie de réduction de risque avec des testings. C'est-à-dire pourquoi? Nous avons des nouvelles tendances de drogue aujourd'hui
Et cette nouvelle drogue, d'ailleurs, qui circule dans la sous-région, c'est la drogue aux couches. Nous voulons vraiment faire un testing sur cette drogue. Nous voulons savoir quelle est la composition de cette drogue pour mettre en place des mesures, non seulement de surveillance et de riposte. C'est dans cette optique, la participation à, à ce webinaire, c'est pour plaider pour qu'il y ait une collaboration au niveau international, au niveau sous-régional, mais aussi international, pour avoir vraiment, pour qu'on puisse avoir des inspectomètres, mais aussi mettre en place un laboratoire de toxicologie. Je pense que c'est l'urgence que nous avons parce que Jérôme a intervenu au niveau communautaire, je ne vais pas revenir sur ça. Voilà pourquoi je me suis dit, à chaud de prendre la parole, pour dire que vraiment, j'ai bien apprécié l'idée de créer ce webinaire pour que chacun puisse vraiment échanger, qu'on puisse partager d'expériences et d'idées. Mais nous sommes dans d'autres réalités où l'usager de drogue n'a pas les moyens, d'abord, de faire un testing. Donc, nous sommes là pour que les politiques même prennent la responsabilité de mettre en place des structures pour mener, pour faire des tests, des analyses, pour savoir les drogues qui circulent dans la sous-région. Je vous remercie. Merci pour cette intervention. Je pense que c'est plus une contribution. Monsieur Vincent, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce qui vient d'être dit? Non, rien à rajouter. Je remercie simplement la personne pour son intervention. C'était intéressant, effectivement. Moi, j'ai pas de réponse à ça. La question peut-être des partenariats. Il me semble que sur des trucs brefs, il peut y avoir. Je pense que s'il n'y avait pas de possibilité de faire d'analyse, par exemple sur la couche, je pense qu'il y a des structures là, des dispositifs européens qui seraient ravis de proposer quelques analyses gratuitement. Mais effectivement, ça reste du cas par cas. C'est pas peut-être pas suffisant, quoi. OK, du cas par cas. Mais comment faire aussi pour harmoniser? Parce que je pense que c'est l'une des raisons aussi de ce réseau-là. Harmoniser les pratiques, les approches, etc. Comment faire pour aller vers ça? Parce que d'un pays à l'autre, effectivement, les situations sont différentes. Mais comment faire pour harmoniser ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un, même si ce n'est pas vous, mais quelqu'un parmi les participants qui peut proposer des pistes? Je pense que, en tout cas, moi, la piste que je proposerais, c'est-à-dire si on s'inspire de l'expérience européenne, c'est le travail en réseau. Donc simplement créer un réseau avec les acteurs qui aujourd'hui font de l'analyse dans les différents pays qui sont représentés aujourd'hui dans votre réseau, faire un espèce de sous-réseau spécialisé sur l'analyse et permettre à ces acteurs des différents pays d'échanger entre eux. Et en tout cas, si on suit l'expérience européenne, après les choses se font un peu naturellement. Il y a des idées qui émergent, il y a des partages d'expériences. Ah, telle pratique, par exemple, telle technique fonctionne mal. Bon, par exemple, la couche, on sait que ça va être un produit végétal, c'est difficile à analyser. Il y a beaucoup de techniques qui sont prises en défaut sur les produits végétaux parce qu'il y a trop de composants, il y a du carbone, etc. C'est compliqué. Et du coup, voilà, des partages d'expériences, les choses se font un peu naturellement avec une harmonisation par le haut. C'est-à-dire que ce qui marche va se diffuser et ce qui fonctionne pas, voilà, permettre aux gens simplement de partager des expériences. Ça peut être une solution. Merci, merci. Bon, on continue à passer la parole. Qui a levé la main? C'est qui? Ndiaye ou Félicien? Ah non, Marlène. Bonjour à tout le monde, c'est moi Ndiaye. Je me présente, Madame Christine Monique Ndiaye Sissoko, propriétaire et j'ai écrit au CEPIAT depuis 2015, etc. Donc, je suis très contente d'avoir participé encore une fois à ce nouveau, à cette nouvelle réunion hybride. Et par rapport au sujet que nous avons traité aujourd'hui, alors moi, je me suis dit que vraiment, vraiment, en ce qui concerne notre cas, notre qualité de UD, on ne peut jamais rêver d'avoir accès à ce genre de testing, quel qu'il soit. Tout ce que le professeur a, les trois, je crois, il y a eu trois testings, infrarouge, etc. Donc, et donc, on a déjà eu à travailler avec nos partenaires et comme docteur, je vous salue au passage le professeur Niaï du CEPIAD et même pendant toutes les formations ou toutes les
les discussions qu'on a tenues en termes de réduction des risques. On n'a jamais imaginé d'ailleurs que ce genre de testing, nous autres, UD, aurions pu avoir accès à ces tests. Et pour parler clairement, dans notre contexte, déjà, nous savons que c'est du poison que nous utilisons tous les jours et nous n'avons pas le choix. Nous ne pensons même pas à tester. Et je ne sais pas que peut-être nos partenaires pourront agir en conséquence pour cela. Donc, c'est déjà pour vous dire sincèrement, ce qui est sûr que c'est du poison que nous consommons depuis des années et des années et que nous continuons de consommer parce que nous n'aurons jamais les moyens d'avoir accès à ce genre de tests. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Exactement, comme quelqu'un l'a dit plus tôt, je crois que ça va être une démarche des politiques. Et pour le moment, les politiques, je crois que même pour ce qui concerne la stigmatisation et autres couvertures sanitaires, ne sont pas encore arrivés à nous prendre réellement en charge. Donc, voilà, c'était juste pour ne pas être trop longue. Je vais m'arrêter là. Donc, je m'appelle Christine Molinga et en 2020, nous nous sommes organisés pour créer l'association des femmes incluses pour le développement communautaire. Et je remercie tout le monde et je m'arrête là. Merci. J'espère que j'ai été claire. Merci, Madame Christine, pour votre engagement, hein, sans faille, comme d'habitude. Alors, elle a soulevé quelque chose qui m'interpelle un peu par rapport, et ça, c'est une question que je vous adresse à vous, Vincent. Est-ce que ces différentes techniques de détection sont des garants par rapport à une circulation de drogue de bonne qualité? Est-ce que, au cas où il y a une détection d'un produit avec des qualités qui laissent à désirer, est-ce qu'il y a-t-il des messages d'alerte qui sont diffusés à l'issue de cela? Donc, quel est le dispositif qui est mis en place par rapport à tout cela? Alors oui, à plusieurs niveaux. Oui, la réponse est oui et à plusieurs niveaux. Ça va du niveau vraiment national, donc il y a vraiment un dispositif d'alerte qui repose sur plusieurs acteurs. Donc j'ai parlé, les principaux, ça va être le dispositif Synthèse, donc dispositif d'analyse de drogue de l'OFDT, et les CEIP, alors encore une autre anagramme, mais les CEIP, c'est des structures qui sont dans les hôpitaux et qui font la pharmacovigilance. Donc en gros, ils s'occupent de regarder les personnes qui arrivent aux urgences, qui ont consommé des produits, donc ça peut être des médicaments ou des drogues, et de voir s'il y a des tendances. Et donc, si par exemple, si le fentanyl arrivait en France, les CEIP seraient probablement un des premiers acteurs à s'en rendre compte par le biais des overdoses et des analyses toxicologiques qui sont réalisées sur les personnes victimes d'overdoses. Et donc, aussi bien les CEIP que Synthes peuvent émettre des alertes nationales qui vont être relayées par les échelons régionaux, donc par les agences régionales de santé, etc., et qui vont être relayées auprès de tout le dispositif d'aide et de soins aux consommateurs de drogue. Donc là, on est vraiment sur le plan, l'échelle nationale. Après, il y a des échelles beaucoup plus locales. Par exemple, sur un événement festif, tout simplement, ça arrive qu'il y ait un produit qui soit identifié comme problématique. Il va y avoir des alertes qui vont être réalisées de manière beaucoup plus simple, donc par voie d'affichage, etc. Il y a aussi des applications sur smartphone, j'en ai pas parlé, j'aurais peut-être dû parce que c'est un truc aussi intéressant qui relaye les résultats d'analyse des différentes structures qui en font en Europe. Parce qu'en Europe continentale, en tout cas, on a un marché des drogues qui est quand même assez similaire. On a quand même beaucoup par exemple, quand vous avez une pilule d'ecstasy qui va circuler en France, vous la retrouverez en Suisse, en Autriche, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, tout ça, ça fonctionne un peu pareil. Donc, il y a des applications sur smartphone qui recensent toutes les analyses et les alertes, et ça peut être aussi un moyen de s'informer pour les consommateurs. Donc, en fait, il y a vraiment plusieurs systèmes d'alerte qui sont un peu redondants, mais qui du coup, sont efficaces. C'est-à-dire qu'on arrive à être
assez vite au courant. Et ensuite, est-ce que ça a un impact réel sur la qualité des produits? Oui, on voit là le dernier exemple en date qu'on a eu, c'est à 2 reprises, on a eu un petit peu le même genre de problème. Vous parliez de la couche avec les cannabinoïdes de synthèse. On a eu un truc très étonnant puisqu'il y a eu de l'héroïne coupée aux cannabinoïdes de synthèse et à des doses importantes. C'est-à-dire que les gens, après avoir consommé un petit peu seulement de cette héroïne, avaient des problèmes type hallucination, tachycardie, crise d'angoisse. Voilà, il y en a plusieurs qui ont été hospitalisés. Donc, il y a des analyses qui ont été réalisées, il y a une alerte qui a été faite et le plan qui vendait cette héroïne a fermé immédiatement. Enfin, il a fermé pendant quelques semaines et ils ont arrêté de vendre ce produit-là et on l'a plus revu quand même pendant plusieurs mois. Bon, il s'avère que ça a réémergé 6 mois après à un autre endroit, mais on ne sait même pas si c'est vraiment la même ou si c'est un autre cas. Et là aussi, il y a eu une alerte, ça a été très vite identifié, il y a eu une alerte et ça a disparu. Je pense qu'il y a aussi, du point de vue policier, hein, là par exemple, ce dont je vous parle, le plan qui vendait cette héroïne coupée aux cannabinoïdes de synthèse, je pense qu'il y a eu un effort policier très important qui a été réalisé pour les choper. Et effectivement, ils ont attrapé alors je ne sais pas exactement le niveau de responsabilité qu'ils avaient sur ce plan de deal, mais ils ont attrapé des dealers qui sont aujourd'hui déjà en prison. Donc, ça permet quand même je pense que tout ça doit fonctionner un peu ensemble. Si on peut avoir la police qui derrière va cibler plus fortement les vendeurs de produits problématiques, ça va quand même aussi aller dans le sens d'une amélioration de la qualité des produits ou en tout cas une diminution du risque sanitaire, quoi. D'accord. Je pense que vous avez démontré que ça peut être considéré comme faisant partie de la réduction des risques parce que tout cela aussi vise à prévenir, à réduire considérablement ces risques-là auxquels ces usages-là peuvent être exposés. Donc, on continue toujours dans les interventions en donnant la parole à Félicien. Je ne sais pas si c'est une ancienne main ou bien... Non, c'est une nouvelle main. Une nouvelle main. D'accord, vous avez la parole. Merci beaucoup de me donner la parole. Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de participer à ce webinaire. Et je tiens à remercier Vincent pour sa présentation sur les techniques d'analyse de drogue. Vraiment, j'ai suivi avec attention sa présentation et je viens ici poser quelques préoccupations. Comme Jérôme le disait tout à l'heure, nous, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons eu une petite expérience pour l'analyse des stupéfiants. Lorsque je rédigeais ma thèse sur la demande de sévrage des usagers de drogue, il était question pour nous d'analyser quelques échantillons de drogue consommés par les usagers afin de connaître leurs composantes et voir aussi les produits de coupe qui contenaient ces substances-là. Mais ça n'a pas été facile pour nous parce que le coût déjà même était un frein. Quand on avait voulu utiliser la chromatographie, mais on n'a pas pu, compte tenu du coût unitaire d'analyse d'une substance. Alors, finalement, on a opté pour le testing, mais là encore, le coût était aussi élevé parce que quand on convertit en euros, ça nous revenait en 77 euros. Donc, pour 20 échantillons, ce n'était pas aussi facile pour nous. Donc, la question que je me pose, c'est comment rendre disponible ces techniques-là pour les chercheurs qui sont dans les pays à revenus intermédiaires afin de faciliter les recherches qui sont effectuées dans le domaine de la drogue. Parce que généralement, on parle de drogue, on parle de substances, mais quand on n'a pas les preuves scientifiques d'affirmer que ce produit qui est dans ma main, c'est de la cocaïne et qu'on se base sur les connaissances ou bien les noms qui circulent dans les scènes de consommation, vraiment, c'est pas trop scientifique. Donc, moi, je voudrais savoir comment, à travers ces présentations, comment faciliter l'accès à ces techniques-là pour nous, les chercheurs qui sont dans les pays à revenus intermédiaires. Parce que ici aussi, nous avons des contraintes, nous avons des difficultés, parce que nos contextes ne sont pas les mêmes. Chez eux, on a cette possibilité-là de faire ces études-là. Mais chez nous, nous sommes toujours dans des contextes répressifs. Et donc, comment
arriver à rendre disponibles ces tests-là pour nous permettre de travailler efficacement. Voilà un peu ma préoccupation. D'accord, je pense que c'est une question fondamentale hein, que nous tous, on se pose. Bon, on laisse la parole à Vincent pour qu'il apporte des éclaircissements ou bien des pistes de réflexion par rapport à ça. Mais encore une fois, je pense que s'il y a aussi d'autres participants aussi qui peuvent proposer quelque chose par rapport à cela aussi, je pense qu'ils peuvent prendre la parole. Hein. Vincent, vous avez la parole. Oui, alors il y a peut-être une piste que je peux proposer, c'est qu'il y a certains réactifs qui sont faciles à fabriquer soi-même. Je pense aux réactifs du Marquis, par exemple, dont la recette, entre guillemets, la recette de fabrication est facile à trouver. Nous, je sais qu'à Technoplus, on le fabriquait nous-mêmes. Et alors là, le coût de revient devient ridicule, en fait. Et il y a plusieurs réactifs dont on peut trouver assez facilement les recettes. Je pense qu'il y en a au moins 4 ou 5 dont on peut trouver les recettes et qui sont des réactifs intéressants. Après, la difficulté, c'est sur les réactifs qui sont malheureusement les plus précis, les réactifs semi-quantitatifs, où là, c'est des recettes qui sont bien gardées. C'est des recettes commerciales, en fait, enfin industrielles. Et du coup, la seule voie que j'envisage, ça serait de proposer à des laboratoires comme celui dont je parlais dans ma présentation, EZ Test, de proposer des partenariats sous l'angle qui vous vendent les produits moins chers en expliquant la problématique de chercheurs, comme vous disiez, qui n'ont pas des dotations qui leur permettent d'accéder aux moyens d'analyse les plus onéreux. Et je pense qu'il y a des structures comme Z-Test qui, par exemple, pourraient alors, c'est à tester, hein, je n'ai pas essayé, donc je ne veux pas m'avancer, mais il me semble que ça pourrait les intéresser de créer des partenariats de cet ordre-là. Bah, eux aussi, je veux dire tout simplement d'un point de vue image, hein, que ça peut être aussi une façon de se donner une image sympathique. Donc ça peut être peut-être, parce que quand vous dites 77 euros les vins, bon, c'est vraiment le prix. Le prix normal, quoi. Il y a vraiment pas du tout de ristourne. Il n'y a pas on vous a pas fait de cadeau, quoi. Donc peut-être que au moins les avoir à moitié prix ou au prix coûtant, il me semble que je pense que ça doit pouvoir être négociable. D'accord, merci beaucoup. Il nous reste quelques 5 minutes. Hein. Donc on passe la parole à Marilène Kemé comme dernière intervenante. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis Marilène Kémet. Je suis médecin addictologue et experte en réduction des risques liés à l'usage de drogue. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt cette présentation de Vincent. Merci beaucoup pour votre présentation. Je voulais partager un peu l'expérience camerounaise par rapport à la réduction des risques. Il faut dire que nous sommes passés d'abord d'une démarche un peu répressive avant de prendre en compte véritablement le soin avec les centres de soins d'accompagnement de prévention d'addictologie. Et récemment, nous avons mis sur pied donc un plan stratégique pour la prise en charge des drogues au Cameroun. Et dans ce plan stratégique, nous avons mis comme axe la réduction des risques. Et je dois dire que ce que ce webinaire m'a apporté, c'est vraiment le testing comme activité de réduction des risques, parce que chez nous, c'était beaucoup plus des partages de préservatifs, des seringues, des choses comme ça. Mais il faut dire que le testing, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et ça va être difficile, de mon point de vue en tout cas, pour faire passer ça, parce que c'est une question de mentalité encore, parce que qui dit testing, finalement, dit un peu validation dans la compréhension africaine ou bien camerounaise. Est-ce que vous voulez encourager les gens à consommer de la drogue? C'est ce qu'on va nous opposer quand on va apporter le plaidoyer de tester finalement ce qu'on a comme substance dans l'environnement. Mais il faut dire également que ce qu'il y a de positif avec le testing, c'est que ça va certainement nous permettre d'analyser des drogues locales, parce qu'on a beaucoup de drogues locales qui sont non identifiées encore. On a beaucoup par exemple, dans le Nord Cameroun, il y en a qui utilisent du cirage.
voilà, pour se mettre bien. Donc, quand ils prennent ils mettent du serrage dans le pain et voilà, après un moment, ils sont zoomés. Mais il faudrait qu'on identifie finalement quel est ce principe actif ou bien quelle est cette substance psychoactive finalement qui crée les effets euh, que nous pouvons observer chez ces patients-là. Donc, ça va vraiment être quelque chose, un peu une évolution, on va dire ça comme ça dans le temps. Donc, merci encore beaucoup pour ce webinaire. Merci, merci docteur, hein. Merci pour cette intervention et ces contributions. Je pense que c'était la dernière intervenante, hein. Il n'y a plus de main levée. Si vous permettez, docteur Dia, j'ai levé ma main, c'était pour participer, pour répondre aussi, orienté par rapport à... Vous avez parlé du couche, mais aussi au Sénégal, à Dakar, en tout cas, nous qui sommes sur le terrain, nous savons que c'est le volet qui est beaucoup plus consommé chez les jeunes et qu'on appelle ecstasy. Je crois que ce sont des comprimés. Donc, s'il y a lieu de faire les testings, ça va être pour le volet. Mais pour ce qui concerne la cocaïne, l'héroïne, nous n'avons jamais, aujourd'hui, tout ce qui est sur le marché au Sénégal, pour nous autres UD, c'est du crack. C'est du crack. Ce n'est ni de l'héroïne, ni de la cocaïne. Je ne sais pas, à moins que ce soit peut-être une classe hyper classe, peut-être des gens assez aisés, usagers, mais qui ne sont pas dans nos communautés. C'est pour ça que l'urgence chez nous, c'est l'ecstasy. C'est l'ecstasy parce qu'il y a ce volet. Moi-même, mon fils, par la grâce de Dieu, il va mieux, mais il l'a utilisé. Il a été, d'ailleurs, il se soigne au CEPIAD. On a été interné à la clinique pendant un mois, durant tout le mois d'août de l'année 2024. Et il a été orienté au CEPIAD, où aussi nous prenons nos rendez-vous. Donc, l'urgence pour vous, docteur Ndiaye, vous avez parlé du couche, mais c'est plutôt le volet dans notre communauté qui fait des dégâts. Et ce sont des comprimés, donc j'imagine que c'est de l'ecstasy. Donc, merci de m'avoir laissé la parole et merci à tout le monde. Merci, merci Christine, merci beaucoup. Donc, on en arrive à la fin de ce webinaire, hein. La dernière intervention montre que c'est toujours du déclaratif, hein. Les produits qui sont consommés, c'est tel produit. Certes, c'est bien, mais aussi tester, c'est mieux. Comprendre, savoir de façon très concrète qu'est-ce qui est consommé, en quelle proportion. Ou bien même, ne serait-ce qu'au niveau qualitatif, c'est quelque chose qui est très important pour qu'on puisse dire de façon concrète, voilà ce qui est consommé, ce qui est sur le marché, et surtout, voilà comment ça se passe. Je pense que c'est sur cet angle-là qu'il faut voir cette approche-là comme faisant partie intégrante de la réduction des risques. Donc, merci encore une fois, M. Vincent. Je vous repasse la parole. Si vous avez quelque chose à rajouter. Simplement vous remercier aussi de tous les échanges surtout qui ont eu lieu après. C'était très enrichissant pour moi et je suis ravi d'avoir pu participer. Merci de votre accueil. Merci, merci beaucoup. Donc, merci à tous les participants. Je repasse la parole à Rose André. Rose, tu es là? Oui, merci, docteur Ndiaye, et merci surtout à Vincent pour ses éclairages sur l'analyse des substances. Et je pense que dans le cadre de notre réseau, il y a en ce moment plusieurs réflexions sur comment développer des projets de recherche et d'intervention sur ces questions, notamment par les acteurs au Sénégal, mais aussi par les chercheurs au sein du RECIDAF. Il y a l'idée de mettre en place des projets collaboratifs au niveau national, mais aussi au niveau international. Et voilà, j'invite tous les participants qui ne se sont pas encore inscrits à notre réseau de nous rejoindre. Et, voilà, et à tous les membres de rejoindre les différents groupes de travail pour continuer à réfléchir sur la pertinence de développer des projets dans nos contextes sur ces questions. Et alors, donc, le prochain webinaire portera probablement sur les informations sur les risques pour
s'inscrire dans la continuité de la réflexion, quels outils pour informer sur comment réduire les risques pour les usagers de drogue, mais aussi quelles recherches pour élaborer des messages adéquats selon les différents profils des personnes usagères de drogue. Ah, voilà, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à tous et à toutes. Merci, au Merci, revoir. bravo, c'était vraiment bien. Super. Merci, une Ravi. belle réunion. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à tous, au revoir.